Quand le gestionnaire et avec son équipe se retrouvent dans une salle à 15 personnes et se disent « Comment on va faire pour agir sur la participation aux décisions? Comment on va faire pour clarifier nos rôles? Comment on va faire pour mieux communiquer? » Mais souvent, ils sont seuls dans cette salle-là. Ils sont seuls et ils n'ont pas les outils pour faire. Et ils ne savent pas faire. Ou ils ne savent pas très bien faire. Et ils ont besoin d'accompagnement là-dedans. J'ai une étudiante au doctorat qui a fait sa thèse là-dessus, qui a montré que lorsque on n'accompagnait pas les équipes de travail, le titre de son article, c'est « Autopsy of a Failure hein, », donc l'autopsie d'un échec de transformation dans le monde du travail. Et en effet, c'est un peu l'orientation que j'ai prise dans les travaux que j'ai réalisés à la chaire depuis un certain nombre d'années. Puis la dernière subvention qu'on a obtenue de l'IRSST nous a permis de publier un guide où on a essayé de rendre par écrit une démarche stratégique d'intervention, à savoir qu'à partir du moment où on a un constat, comment on peut s'y prendre concrètement, qu'est-ce qu'il faut donc finalement arriver, je dirais, à mettre à l'intérieur du coffre à outils pour arriver à transformer le travail. Je pense que l'enjeu est véritablement là et on voit que souvent les milieux de travail sont un peu laissés à eux-mêmes à travers ça. Bon, je ne suis pas le seul à avoir cette réflexion-là. Il y a un bon nombre de chercheurs qui, de plus en plus, s'intéressent à ce qu'on appelle les Healthy Change Process, c'est-à-dire comment on peut changer de manière saine les choses à l'intérieur de l'organisation et quels sont les principaux paramètres à prendre en considération. Salzvix en identifie 4 qui sont fort intéressants. Celui de la tolérance à la diversité. Ce qu'on constate, c'est quand on intervient dans un milieu de travail et qu'on propose une solution, il y a des gens qui sont d'accord, mais il y a souvent beaucoup de gens qui vont dire « mais c'est pas tout à fait ça qu'on devrait faire ». Et comment on compose avec ça? Comment on est capable, dans une équipe de travail, en sachant que tous les individus ne sont pas les mêmes, de composer avec la diversité? Comment on peut aussi être capable d'habiliter à la fois les gestionnaires et les employés à faire ça? La disponibilité du gestionnaire qui est dans un contexte à l'heure actuelle où on voit à peu près plus les gestionnaires à l'intérieur des équipes. Donc, quand on est dans un processus de transformation comme ça, la disponibilité du gestionnaire est bien sûr un élément important. Une gestion constructive des conflits, c'est-à-dire en effet transformer le travail, et même s'il s'agit du bien-être, c'est pas vrai parce qu'on va proposer des actions qui visent le bien-être des gens, que tout le monde va se lever et dire « go, quand est-ce qu'on commence ?» puis qu'ils vont tous être derrière vous. Il y a un ensemble de conflits petits ou plus importants qui sont là. Il faut être capable de gérer aussi ces différences de points de vue et gérer ces conflits-là. Et le quatrième élément est important, la clarification précoce des rôles, c'est-à-dire qu'est-ce que ce changement-là va me proposer, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans. L'incertitude de se lancer dans une démarche comme ça est souvent un frein qu'on peut rencontrer très, très régulièrement. Donc, il y a de plus en plus de travaux là-dessus qui se disent, c'est pas tout d'être capable de décrire l'importance des problèmes, il faut aussi essayer de bien accompagner les milieux de travail et à mon avis, le défi, il est vraiment là. À l'intérieur du guide qu'on a fait, on décrit 5 grandes étapes qui nous semblent pour nous importantes lorsqu'on veut faire les choses dans une entreprise. La première est ce qu'on appelle la préparation de la démarche, ce qu'on appelle en anglais le readiness. S'assurer qu'on arrive à rassembler l'ensemble des conditions pour pouvoir intervenir et pour pouvoir mettre en place une démarche. L'ensemble de ces conditions, ça dépasse de beaucoup l'engagement de l'entreprise et du syndicat. L'entreprise doit s'engager non pas simplement dans une étude du phénomène, mais dans une volonté véritable de transformer le travail. Comment on s'y prend? Bien, essentiellement, une des premières étapes, c'est d'évaluer l'ampleur des problèmes. Alors, j'ai beau vouloir jeter un petit pavé dans la mare là, en disant qu'il faut arrêter de faire des questionnaires et des enquêtes, mais ça en prend tout le temps. Hein? La mesure s'en prend, c'est important, sinon on ne sait pas ce dont on parle. Mais il faut passer rapidement à travers cette étape-là. Qu'il s'agisse de questionnaires ou de focus group, c'est une étape importante, mais je suis assez provocateur là-dessus en disant que pour moi, c'est de l'inaction. On est encore au niveau de l'inaction. Vous n'avez qu'à écouter les travailleurs qui participent à des questionnaires, des focus group, puis où il ne se passe rien après. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est de l'inaction. Ça n'a rien donné. Donc, c'est une étape importante, mais il faut la voir comme un outil et non pas comme une finalité. Ce qui est plus important et ce qui va être abordé avec Raymond, c'est les étapes suivantes. Comment on identifie concrètement les problèmes? Une fois qu'on a dit que c'est la reconnaissance, la latitude, l'incertitude face à l'avenir, la conduite du changement, on a beau dire à un gestionnaire, il faut que vous soyez plus reconnaissant, mais lui, mardi matin, là, comment il fait ça, là? Ils ont besoin d'accompagnement là-dedans pour identifier clairement les problèmes concrets, élaborer des solutions aussi, des solutions qui sont simples et qui peuvent être mises en œuvre aussi le plus rapidement possible pour avoir un effet.
Et bien évidemment, l'enjeu, c'est l'implantation des actions. Et un point qu'on n'abordera pas ici, mais j'en parle régulièrement, qui est celui de la prévention durable. C'est-à-dire comment on va s'assurer que ça puisse durer dans le temps. Alors, on va regarder très rapidement qu'est-ce qui a été fait à Revenu Québec. Comme je vous dis, c'est une organisation qu'on accompagne depuis 2 ou 3 ans à travers, dans un premier temps, des projets pilotes qui nous ont permis d'avoir de bons succès. Et suite à ces projets pilotes, il y a eu une décision du comité de direction et de la sous-ministre de dire, bon, ben, cette démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, on va la faire pour l'ensemble du ministère. Le principe, il y a 2 grands principes qui nous ont guidés à l'intérieur de la démarche. Le premier, c'est que les facteurs de risque, mais aussi les solutions, se trouvent souvent dans un rayon d'action de 5 mètres autour de la personne. Tout n'est pas dans ce rayon de 5 mètres, mais il y a déjà beaucoup d'irritants qui sont dans ce rayon de 5 mètres. Et le rayon de 5 mètres, ça ne veut pas juste dire de regarder dans la proximité des gens, ça veut aussi dire d'impliquer les gens qui sont dans ce rayon de 5 mètres. Et c'est pour ça que j'ai marqué les facteurs de risque, mais aussi les solutions se trouvent à ce niveau-là. Donc, on a fait une démarche qui s'inspire de ce qu'on appelle des cercles de santé, puis qui permet vraiment à chacune des équipes de discuter d'une question très simple qu'on n'aborde jamais ou à peu près rarement dans les milieux de travail. Comment travaillons-nous ensemble? Comment va notre qualité de vie au travail? Une simple question comme ça, et d'en faire un objet de discussion à l'intérieur de structures déjà existantes, de réunions d'équipe. C'est une démarche qui concerne l'ensemble de l'organisation. On est vraiment ici dans une approche où ce n'est pas uniquement les employés, les équipes qui sont concernées, mais l'ensemble de l'organisation, même les directeurs généraux, même la sous-ministre en titre, développe son plan d'action sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. On a pris comme point de vue aussi que cette qualité de vie au travail, c'est une responsabilité qui doit être partagée. Il faut dépasser l'étape de savoir qui doit commencer, c'est que tout le monde qui doit être impliqué là-dedans, en sachant que chaque équipe, chaque gestionnaire, chaque directeur est ce que j'appelle responsable et propriétaire des problèmes qu'ils ont dans leur équipe, mais responsable et propriétaire des solutions qu'ils ont dans leur équipe aussi, en sachant que ce n'est pas juste à leur niveau, bien sûr, que tout ça se décide. Alors, ce qu'on essaye de voir, c'est au niveau de l'individu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand on me dit qu'on manque de réunions dans une équipe, oui, le gestionnaire peut faire des réunions, mais quand les gens ne participent pas aux réunions, que les seules choses qu'ils font, c'est qu'ils écoutent, ils n'interviennent pas, puis qu'ils critiquent à la sortie de la réunion, bien, ils ont peut-être un rôle à jouer eux aussi. Hein? Des cas très récents où les gens me disaient un des rôles qu'on pourrait faire dans les réunions d'équipe, c'est peut-être suggérer des points à l'ordre du jour. Qu'est-ce que l'équipe peut faire aussi? Qu'est-ce que le gestionnaire peut faire? Parce que les gestionnaires, de plus en plus, doivent être considérés comme des facteurs de protection. La qualité de vie au travail, ce n'est pas juste diminuer des facteurs de risque, c'est aussi mettre en place des facteurs de protection. Et un des volets qu'il faut aussi aborder de plus en plus, qui n'est pas abordé à l'heure actuelle, mais qu'il faut aborder, c'est de voir au niveau de l'entreprise comment elle peut améliorer ce que j'appelle son empreinte humaine. Vous connaissez l'expression « ecological footprint », empreinte écologique qu'une entreprise se préoccupe, bien, elle doit aussi se préoccuper de l'empreinte humaine. Je pense que là, on a du travail à faire au niveau des pratiques de gouvernance, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe dans les milieux de travail, c'est qu'en effet, on est de plus en plus alerté sur les questions de santé psychologique, et les comités de direction disent « c'est très bien, oui, il faut s'en occuper, et donc nos gestionnaires et nos employés vont le faire ». Puis nous, on continue à faire as usual, comme d'habitude. Je pense qu'il faut là remonter à un niveau supplémentaire. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là de mobiliser l'ensemble des personnes dans l'entreprise qu'on a voulu agir. Les conditions préalables pour favoriser l'implantation d'une démarche de prévention des problèmes de santé psychologique au travail. La première condition gagnante, on en a parlé tout à l'heure, et parfois ça devient un lieu commun quand on entreprend un projet corporatif, c'est comment on fait pour impliquer la haute direction. On a vu un peu comment c'est structuré, hein, c'est de haut en bas jusqu'au niveau des employés, pour l'ensemble des gestionnaires du ministère, l'ensemble de la haute direction. Il est important d'impliquer chaque niveau décisionnel du ministère. Alors, c'est sûr, on a commencé avec la haute direction, le comité de direction dont je fais partie, et après ça, le niveau d'encadrement supérieur, c'est-à-dire les 75 cadres qui est le niveau subséquent de gestion, et ensuite l'ensemble des autres gestionnaires. 400-500 gestionnaires au Québec, 10 à 12 000 employés. Il n'y a pas beaucoup d'organisations comme ça, donc c'est colossal. C'est incontournable, il faut impliquer. Et comme également, c'est une approche qui est en co-responsabilité, si on peut dire, en partenariat
cette implication-là de tous les niveaux hiérarchiques est éminemment importante. C'est incontournable. L'importance de soutenir la démarche. Un des succès de cette démarche-là, il faut avoir une équipe de projet performante, organisée, structurée et rigoureuse. C'est une équipe de projet bien calibrée également, ça c'est une des choses importantes, bien calibrée par des experts externes dont tu fais partie, tu en as parlé tout à l'heure, ainsi que les autres personnes, et également des experts à l'interne pour que l'organisation s'approprie la démarche et qu'à terme puisse faire vivre, parce que notre objectif par Revenu Québec, c'est pas un one-shot deal, comme dirait Molière, on veut imprégner un changement de culture lié à la gestion des ressources humaines. Et la dernière chose, il ne faut pas l'oublier, oui, c'est une démarche au niveau de toute l'organisation. Les communications sont éminemment importantes. Quand je dis communication, c'est des communications, oui, de la haute direction, mais des communications de l'équipe de projet vers les gestionnaires et vers les employés, et ça de tous les jours. Donc, on a des outils maintenant, intranet, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais les communications dans un projet de cette nature, c'est une des clés majeures pour que les gens comprennent la démarche et se sentent impliqués dans la démarche. Le rôle des syndicats. Dès le début, les syndicats ont été consultés par ce qu'on appelle au gouvernement le CMRP, c'est les comités ministériels de relations professionnelles, et ils ont une implication de tous les jours dans ce projet-là, puisqu'ils font partie, on a ce qu'on appelle un comité de gouvernance. On a un projet à Revenu Québec, je ne m'étendrai pas là-dessus, qui s'appelle Employeur de choix, dont ce projet-là fait partie, la QVT, Qualité de vie au travail, et les syndicats siègent de facto sur le comité de gouvernance. Donc, ils sont là lorsque les décisions se prennent, lorsqu'on discute du contenu, lorsqu'on a discuté dès le début des questionnaires, de la démarche et tout. Ils ont été là dès le début et ils nous accompagnent. Et par ailleurs, également, il y a eu des réunions ad hoc régulièrement pour des besoins spécifiques pour répondre aux questions des syndicats. Les avantages de la démarche. Le premier avantage que les gestionnaires nous ont communiqué, c'est que l'approche, elle est très structurée. Et je dirais également que c'est une approche qui est structurante. Une des premières discussions que j'ai eues, je me souviens avec toi il y a 2-3 ans là-dessus, c'est, on dit souvent, tu l'as effleuré un peu tout à l'heure, nos organisations, on a des indicateurs à peu près sur tout. Hein, surtout au ministère du Revenu, comme je dis souvent, on a des indicateurs sur tout ce qui marche en bas de 5 000 $. Est-ce qu'on a des indicateurs sur notre principal intrant, qui est les ressources humaines? Peu ou pas. On a des indicateurs sur l'absentéisme. Mais l'absentéisme, voyez-vous, ils sont chez eux, les gens, malheureusement, ils sont malades. Que puis-je faire, autre que donner toutes les mesures, favoriser justement un sain retour au travail? Quel est l'état de situation des gens qui sont encore au travail? Donc, les gestionnaires, ce qu'ils apprécient, c'est que ça leur permet vraiment de pouvoir, jour le jour, que ce soit le comité de direction ou l'ensemble des gestionnaires, de parler de la gestion des ressources humaines et de voir, et on a un indicateur, un questionnaire qui nous donne un indicateur sur l'état des troupes et sur quoi doivent travailler pour éviter les écueils. Merci beaucoup.